Qui tient vraiment les rênes de l'avenir européen? Et si ni Bruxelles ni Moscou n'avaient le dernier mot? À mesure que les pourparlers sur la paix en Ukraine basculent dans une phase décisive, un fait s'impose. L'Europe regarde mais ne décide plus. Dans l'ombre, les États-Unis imposent leur plan, repoussant l'Union européenne sur la touche. Washington avance sans même attendre l'avis de ses alliés, sûr de sa force comme l'a déjà démontré l'histoire lors de la guerre en Bosnie dans les années 90. À l'époque, l'Europe, pourtant directement concernée, s'était retrouvée marginalisée, contrainte d'accepter un accord de paix négocié quasiment exclusivement entre Américains et Russes, et ce schéma semble aujourd'hui se répéter. La Russie, elle, semble jouer le jeu américain, mais sur ses propres règles. Moscou n'abandonne pas ses exigences, la capitulation pure et simple de l'Ukraine et des discussions directes avec les Américains, sans passer par l'Europe. Un parallèle troublant peut être fait avec les négociations d'après-guerre froide, où Gorbatchev avait déjà insisté pour des pourparlers directs avec Washington, laissant les Européens en position d'observateurs. Ce duel diplomatique ne concerne pas seulement la paix. C'est l'équilibre du continent qui se joue maintenant loin des regards européens. On pense par exemple à la crise des missiles de Cuba en 1962, où l'Europe, malgré les risques directs pour sa sécurité, avait été pratiquement tenue à l'écart des discussions entre Kennedy et Khrouchtchev. Si l'Europe reste absente des négociations, elle perdra tout, le contrôle de sa sécurité, de son économie et surtout de son avenir. Sa voix risque de s'éteindre et avec elle la souveraineté de ses nations. Déjà, des experts évoquent le risque que l'Union européenne soit perçue comme un simple marché ou un terrain d'affrontement, plutôt qu'un acteur stratégique réel. L'Europe peut-elle encore reprendre la main, ou va-t-elle devenir spectatrice de son propre destin? Mais comment l'Europe en est-elle arrivée là, si vite marginalisée, dans une crise qui la concerne au premier chef? Pour comprendre, il faut revenir sur les coulisses de cette mise à l'écart. Les projecteurs éclairent Genève, Moscou, Washington. Mais qui tient vraiment la plume derrière le récit qui se joue? Ce que l'on montre au monde, ce sont des tables lustrées, des poignées de main tendues, des sourires crispés. Pourtant, derrière ces images, une partie d'échecs invisibles se joue pour l'avenir de l'Ukraine, de l'Europe, de l'ordre mondial. Donald Trump et Volodymyr Zelensky deviennent les figures centrales d'un dialogue tendu. Ensemble, ils se heurtent sur 3 dossiers brûlants: le sort des territoires occupés, les lignes rouges de la souveraineté ukrainienne et surtout l'équilibre précaire entre l'OTAN et la Russie. Chaque échange pèse lourd car ce sont les fondations mêmes de la sécurité européenne qui vacillent. Ce schéma rappelle les discussions secrètes d'Oslo au début des années 90, où la Norvège avait servi de médiateur discret entre Israéliens et Palestiniens. L'Europe, dans le cas ukrainien, n'a même pas ce rôle. Elle n'est ni arbitre, ni médiateur, ni protagoniste. À l'origine, le plan de paix s'étalait en 28 propositions soigneusement négociées. Désormais, le texte ne compte plus que 19 points. Près d'un tiers des garanties initiales ont disparu, arrachées par des compromis féroces. La souveraineté et la sécurité de l'Ukraine se retrouvent sur un fil. Chaque mot du texte peut faire basculer l'équilibre fragile. Concrètement, cela signifie que les garanties de sécurité, qui devaient initialement impliquer des forces européennes sur le terrain, sont désormais limitées à des promesses de soutien logistique ou de surveillance à distance. L'exemple du mémorandum de Budapest de 1994, dans lequel l'Ukraine avait accepté de renoncer à son arsenal nucléaire en échange de garanties de sécurité, plane comme un avertissement. Celle-ci n'avait pas protégé le pays en 2014, lors de l'annexion de la Crimée par la Russie. Face à cela, la frustration grandit côté européen. L'Union européenne tente de défendre ses propres intérêts et ceux de ses voisins de l'Est. Mais à chaque progrès, elle se heurte au mur dressé par Washington. Les États-Unis imposent leur rythme, refusant de laisser l'Europe orienter le contenu ou même la cadence du futur accord. L'Europe, si proche du champ de bataille, risque de finir simple spectatrice des décisions qui façonneront son avenir pour des générations. Pendant ce temps, la Russie et la Biélorussie poursuivent leurs consultations à huis clos à Minsk et à Moscou. Elles évoquent pour la fin du conflit, mais à leurs conditions. Une capitulation de Kiev n'est pas exclue. Dans ce jeu complexe, chaque camp avance ses pions, conscient que chaque décision prise dans l'ombre pourrait redessiner la carte du continent. Le sort de l'Ukraine, mais aussi la sécurité, la stabilité économique et la souveraineté de toute l'Europe sont suspendus à ces pourparlers. Si l'Europe perd sa voix aujourd'hui, c'est peut-être bien plus que sa place à la table qu'elle abandonne, son avenir, son rôle et peut-être même ses frontières. Mais ces négociations ne sont pas qu'une partie d'échecs diplomatiques. D'autres forces invisibles influencent déjà la suite.
Les pressions s'intensifient dans les coulisses, et certains acteurs cherchent à bouleverser les équilibres établis. Jusqu'où ces manœuvres souterraines peuvent-elles aller, et qui en paiera le prix? Et si l'Europe était tout bonnement éjectée de la table où se décide son propre avenir? Ce scénario, longtemps impensable, se dessine derrière les portes closes des négociations sur l'Ukraine. Tandis que la guerre continue de ravager l'Est, une autre bataille beaucoup plus feutrée se joue à Genève et à Washington. Les propositions européennes, pourtant essentielles à la stabilité du continent, sont systématiquement écartées. Les diplomates américains imposent leur tempo, dictent l'ordre du jour et cantonnent les Européens au rôle de spectateurs. Les dirigeants du vieux continent attendent fébrilement que les téléphones sonnent, espérant être mis au courant des prochaines étapes décidées ailleurs. Ce sentiment d'impuissance n'est pas nouveau. Déjà, lors de la crise financière de 2008, l'Europe avait dû attendre que Washington décide du plan de sauvetage bancaire mondial. Aujourd'hui, la dépendance s'est déplacée du secteur économique au domaine stratégique et sécuritaire. Face à eux, la délégation américaine avance un plan déjà ficelé, obtenir de Kiev une capitulation partielle. À Washington, l'objectif n'est plus de défendre chaque parcelle ukrainienne, mais de stabiliser le front au moindre coût. Que cela se fasse au détriment de l'influence européenne ou même de la volonté des Ukrainiens importe peu. C'est une logique de realpolitik qui prévaut, similaire à celle qui avait guidé les accords de Dayton en 1995, où la fin de la guerre en Bosnie avait été négociée sans que les peuples concernés aient réellement leur mot à dire. En face, la Russie refuse toute concession. Moscou exige que tout accord consacre définitivement les gains territoriaux engrangés depuis le début du conflit. Pour le Kremlin, aucun retour en arrière n'est envisageable, quelles que soient les pressions. Deux visions irréconciliables s'affrontent donc, mais l'Europe reste absente du débat qui compte. Même à Genève, chaque document, chaque virgule, porte l'empreinte de Washington. Les diplomates européens assistent, impuissants, à l'effritement de leur marge de manœuvre. L'impression domine d'un théâtre où les premiers rôles ont déjà été distribués entre Américains et Russes sous le regard frustré des Européens. Le risque est immense, voir l'Europe piégée dans un accord qui ne sert ni sa sécurité, ni ses intérêts, ni sa voix. Une fois signé, un tel compromis serait presque impossible à renégocier. Voilà ce qui se joue loin des caméras pour l'avenir du continent. Mais tandis que les tractations officielles piétinent, d'autres acteurs s'agitent dans l'ombre. Certains cherchent déjà à contourner le silence imposé à l'Europe. Demain, l'Europe sera-t-elle simple spectatrice de son histoire ou parviendra-t-elle à reprendre la main sur son destin ? La question claque, alors qu'un accord largement dicté par Washington menace de redéfinir l'équilibre du continent. Le scénario qui s'esquisse pourrait offrir à la Russie une victoire concrète, le gel des lignes de front, un contrôle maintenu sur les territoires conquis et une Ukraine contrainte de renoncer à ses exigences de restitution. Pour Kiev, cette idée est inacceptable. Le gouvernement refuse d'abandonner la moindre parcelle de territoire, exigeant des garanties de sécurité authentiques, placées sous supervision internationale. Mais dans l'ombre des négociations, le véritable rapport de force se dévoile. Les États-Unis, plus que jamais, détiennent le stylo qui trace l'avenir. L'Europe, reléguée au second plan, voit son influence s'effriter. Washington modèle l'accord à sa convenance, prêt à imposer une paix qui sert d'abord ses intérêts stratégiques, quitte à sacrifier les attentes et la sécurité de ses alliés européens. Ce choix unilatéral n'est pas sans effet. En contournant l'Europe, les États-Unis redéfinissent les règles de la sécurité collective. L'OTAN en sort fragilisée. Son rôle de rempart pour l'Europe se fissure. L'Union européenne se retrouve spectatrice, impuissante à défendre ses frontières ou à peser sur les grandes décisions du XXIe siècle. Pourtant, certaines voix sur le continent murmurent qu'il vaut mieux accepter la paix américaine que risquer une guerre interminable. Mais à quel coût ? Celui de la souveraineté, de la crédibilité internationale et de la sécurité pour les générations futures. Accepter un accord imposé, c'est accepter la faiblesse et ouvrir la porte à de nouveaux périls. Déjà, la perte de confiance entre partenaires européens s'installe, le déséquilibre stratégique s'accentue, la crainte de voir d'autres crises éclater grandit. Prenons l'exemple du traité de Versailles en 1919. La France, pourtant victorieuse, avait dû accepter des compromis qui ont nourri le ressentiment allemand et préparé le terrain à la Seconde Guerre mondiale. Rien n'est encore gravé dans le marbre. L'Europe fait face à un choix crucial, céder à la pression ou relever le défi et reprendre la main sur son destin. À l'heure où les négociations s'accélèrent, le temps presse pour l'Europe.
La décision qu'elle prendra aujourd'hui déterminera la place qu'elle occupera demain sur l'échiquier mondial. Et si l'Europe décidait enfin de reprendre la main? À ce stade, le choix est limpide. Continuer d'assister, impuissant, aux tractations menées par Washington ou redevenir maître de notre destin. Tant que l'Europe avance désunie, d'autres imposent leurs règles. Il est temps d'unir nos voix. Il faut que diplomatie, économie et défense s'articulent dans une stratégie commune. L'intérêt collectif européen doit prévaloir sur les querelles nationales, car aucune capitale, seule, ne fera le poids face aux géants américains ou russes. Soutenir l'Ukraine, ce n'est pas seulement multiplier les discours ou expédier des aides symboliques. Cela exige un engagement profond, sur la durée, avec lucidité et courage. La question demeure. Voulons-nous réellement la victoire de Kiev ou jouons-nous la montre pour mieux négocier ensuite? Pour illustrer l'importance d'une stratégie concertée, rappelons-nous la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier dans les années 50. À l'époque, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas avaient compris que seule une action commune pouvait garantir la paix et la prospérité. Aujourd'hui, c'est d'un même esprit que l'Europe doit faire preuve. Face à la capacité des États-Unis à imposer leur rythme, l'Europe doit cesser de subir. Il faut anticiper, prévoir les stratégies américaines et éviter d'être relégué lors des choix décisifs. Mais la clé n'est pas seulement institutionnelle. Les citoyens, les médias, la société civile détiennent un pouvoir d'influence crucial. C'est à eux de rappeler aux dirigeants leurs responsabilités, d'alimenter le débat, de faire émerger une vision authentiquement européenne de la sécurité. Rester inerte, c'est consentir à la perte de notre voix et donc de notre avenir. Mais agir ensemble, c'est retrouver le pouvoir d'infléchir les décisions, d'assurer notre sécurité et de bâtir un futur stable pour tous les Européens. Prenons exemple sur les mobilisations citoyennes qui ont marqué l'histoire du continent. En 1989, des millions de personnes avaient défilé dans les rues de Berlin, de Prague, de Varsovie et de Budapest, contribuant à la chute du rideau de fer. Cette capacité de mobilisation existe toujours. Elle peut peser sur les choix de nos dirigeants. La page de l'histoire s'écrit peut-être déjà sans nous. La vraie question, serez-vous simple spectateur ou acteur? L'Europe n'a plus le luxe d'attendre, car dans l'ombre d'autres avancent déjà leurs pions. Le destin du continent se décide en cet instant. Il n'appartient qu'à nous, Européens, de faire entendre notre voix. Nous sommes à l'aube d'un choix crucial. Les tractations autour de la paix en Ukraine s'opèrent dans l'ombre, verrouillées par des intérêts étrangers. Tandis que la Russie réclame la reddition totale de l'Ukraine, ce sont les États-Unis qui, forts de leur puissance économique et militaire, imposent leur rythme et leurs exigences, reléguant l'Europe au rang de spectatrice. S'imaginer que l'avenir de notre continent se dessine à Bruxelles ou à Paris relève de l'illusion. L'Amérique, bien sûr de ses moyens, fixe l'agenda et oriente les décisions. Si nous restons silencieux, nous risquons de nous retrouver prisonniers d'un accord qui ne garantira ni notre sécurité, ni notre souveraineté, ni même une paix durable. Fermer les yeux sur ces enjeux, c'est accepter l'affaiblissement de l'Europe et la disparition de notre influence. Cela revient à laisser des puissances extérieures décider de notre sort, à accepter que les prochaines crises se jouent sur notre sol sans que nous puissions intervenir. L'heure n'est plus à l'attentisme. Ce débat engage chacun d'entre nous. Il concerne la stabilité de nos économies, la protection de nos frontières, la sauvegarde de nos valeurs et notre capacité à peser sur notre propre avenir. Renoncer à agir, c'est abandonner notre place dans l'histoire européenne. Il est temps d'ouvrir les yeux, de débattre, d'exiger des comptes à nos dirigeants. L'Europe a encore la possibilité de choisir son destin, mais ce choix doit être fait maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Pour avancer concrètement, chaque État membre pourrait proposer une initiative commune lors du prochain sommet européen. Par exemple, la création d'un fonds de défense mutualisé, la signature d'un pacte de solidarité énergétique ou l'organisation d'une conférence citoyenne sur la sécurité du continent. En s'inspirant du modèle du plan Marshall, où l'aide américaine avait été acceptée collectivement par l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, il serait possible d'envisager une réponse européenne à la crise ukrainienne, basée sur la coordination, la mutualisation des ressources et la solidarité. Enfin, chacun peut agir, en s'informant, en débattant, en interpellant ses élus, en participant à des forums citoyens, chacun peut contribuer à façonner l'avenir du continent. L'Europe ne sera forte que si elle parle et agit d'une seule voix. La question demeure, voulons-nous subir l'histoire ou l'écrire? Dans ce moment décisif, il n'appartient qu'à nous d'y répondre.